Les villes nouvelles désignent des centres urbains qui résultent d'une politique publique, à la fois volontariste, planificatrice et descendante. Il s'agit précisément d'implanter des villes en périphérie des métropoles dans l'intention de les décongestionner et de maîtriser leur croissance, comme ce fut le cas par le passé à Londres, Paris, mais aussi Le Caire et Shanghai. L'expression de ville nouvelle recouvre des réalités très diverses. Certaines villes nouvelles sont en effet très anciennes. Naples, par exemple, fondée dès l'Antiquité, dérive de Néapolis, nouvelle ville. Plus tard, au Moyen-Âge, Saint-Louis est à l'origine d'Aigues-Mortes. L'époque moderne est marquée par Versailles, dont la construction est décidée par Louis XIV. Plus près de nous, des villes nouvelles ont été implantées hors des régions urbanisées à des fins industrielles en Union soviétique, ou pour favoriser l'équilibre du réseau urbain en Hongrie, ou encore non loin des ressources minières, au Canada et aux États-Unis. En France aussi, des cités minières et industrielles ont été planifiées sous l'impulsion de l'État et d'habiles entrepreneurs. C'est par exemple le cas de la Grand-Combe dans le Gard, ville qui surgit pendant la Révolution industrielle. Vous le savez, dans le cadre de la mission Racine, la Grande Motte aussi est une ville nouvelle, à ceci près qu'elle a, à l'origine du moins, une destinée exclusivement touristique. Enfin, de nouvelles capitales ont été édifiées à l'écart des grandes agglomérations historiques pour des raisons de politique intérieure, d'aménagement du territoire, de stratégie défensive, tout simplement d'image. Saint-Pétersbourg a été fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand dans une région disputée depuis longtemps au royaume de Suède. Par son urbanisme résolument moderne et son esthétique d'origine étrangère, la capitale de Russie devait permettre au pays d'ouvrir une fenêtre sur l'Europe et de se hisser au niveau des plus grandes cours européennes. Il existe de nombreux autres exemples. Washington, aux États-Unis, à la fin du XVIIIe siècle. Canberra, dans les années 20, puis Islamabad, capitale du Pakistan, dans les années 70, sont quelques-unes des nouvelles capitales les plus connues. Ces villes relèvent de chantiers pharaoniques supervisés par des architectes de renom. C'est notamment le cas de Brasilia, imaginé par Oscar Niemeyer. Les villes nouvelles sont chaque fois le fait du prince car elles résultent d'une décision d'un gouvernement fort, qu'il soit religieux, militaire ou politique, qui s'appuie sur l'urbanisme pour asseoir son pouvoir. Il s'agit de montrer combien la figure du chef bâtisseur domine les éléments naturels et donc est en capacité de conduire la destinée d'une nation. En écho au Newton Act, adopté en 1946 par la Grande-Bretagne, la France met en place au milieu des années 60 une politique spécifiquement dédiée aux villes nouvelles au titre de l'aménagement du territoire. La légende veut qu'à l'occasion d'un tour d'hélicoptère au-dessus de la région parisienne au printemps 1961, le général de Gaulle, alors chef de l'État, s'adresse à Paul Delouvrier, haut fonctionnaire en charge du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, et lui dit « Delouvrier, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel ». Dans le prolongement de la reconstruction, et alors que l'architecture moderne s'impose, l'État ouvre donc le chantier des villes nouvelles. L'objectif consiste à éviter que les grands centres urbains ne continuent de s'étendre de façon désordonnée, en tache d'huile. L'idée est de polariser le développement. Il est aussi question de favoriser les échanges entre le centre et la périphérie grâce au transport en commun, d'où la mise en œuvre du réseau express régional, en parallèle aux grands travaux liés aux villes nouvelles. À l'époque, la croissance démographique est forte car les Français sont confiants dans l'avenir, malgré les guerres d'Indochine puis d'Algérie. Durant les 30 Glorieuses, en effet, les usines tournent à plein régime, l'agriculture se modernise et les services se développent. Les Français, à rebours des Américains, s'équipent peu à peu de voitures, d'électroménagers et de téléviseurs, tandis que les pouvoirs publics investissent massivement dans le logement, les infrastructures de transport, l'énergie et les télécommunications. La période est à la croissance et l'État voit grand. Les experts prévoient même que Paris sera saturé dans les années 2000, d'où l'objectif de désengorger la capitale en maillant l'Île-de-France de villes nouvelles. 5 sortent ainsi de terre en Île-de-France: Évry, Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, Marne-la-Vallée et Sénart. En région, 4 villes nouvelles sont également créées.
et ce dans le même but, à savoir éviter la saturation de la ville-centre. Il s'agit de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, l'étang de Berre, à côté de Marseille, l'île d'Abo, dans l'aire d'influence lyonnaise, et le Vaudreuil, en Normandie. Au total donc, 9 villes nouvelles dont les chantiers débutent entre 1968 et 1973. On est loin d'imaginer qu'une crise pétrolière et la concurrence des pays à bas coût mettront fin au plein emploi dès le milieu des années 70. Toutes ces villes, au reste, sont d'inhabituels objets institutionnels pilotés par l'État. Dans des établissements publics d'aménagement, les projets sont pris en main par des fonctionnaires et des techniciens, tandis que les élus des villages absorbés dans les opérations d'urbanisme, regroupés en syndicats intercommunaux, sont associés à la démarche. Cette organisation administrative a d'ailleurs si bien démontré son efficacité qu'elle sert encore aujourd'hui pour de vastes opérations d'aménagement, comme Euratlantique à Bordeaux ou, dans le cadre du Grand Paris, à Saclay par exemple. Depuis, les villes nouvelles ont acquis une sorte d'indépendance vis-à-vis de l'État. Les EPA ont été dissous, excepté à Sénart, et les élus ont repris la main, décentralisation oblige. Les dernières décennies ont débouché sur une normalisation des villes nouvelles, et celles de la périphérie parisienne sont rentrées dans le droit commun, puisque les établissements publics qui leur avaient donné naissance, en l'occurrence les syndicats d'agglomération nouvelle, se sont mués en communautés d'agglomération. Alors, quel bilan tirer aujourd'hui des villes nouvelles ? Paul Delouvrier et ses équipes tablaient sur 18 millions d'habitants en Île-de-France en 2000. Il y a 12 millions de franciliens en 2021. Rétrospectivement toutefois, ces cités ont rempli les objectifs affichés à l'époque par les pouvoirs publics en accueillant de grands équipements publics et commerciaux et surtout des centaines de milliers de nouveaux habitants. Rendez-vous compte, là où il y avait des bourgs ruraux et des champs, Cergy-Pontoise, au nord-ouest de Paris, compte 205 000 habitants. Saint-Quentin, à l'ouest, compte 230 000 habitants. Évry, au sud, 55 000 habitants. Sénart, juste à côté, 120 000 habitants. Et, enfin, Marne-la-Vallée, à l'est, la plus grande de toutes, 320 000 habitants. Ces villes de grande banlieue se sont peu à peu forgé une identité, à défaut d'avoir une histoire. Et elles occupent désormais une place à part entière sur la scène régionale, qu'il s'agisse de logement, d'environnement, de transport ou d'économie. Dans le sillage de Paris et le désert français, livre publié par Jean-François Gravier en 1947, un rapport des géographes Autreux et Rochefort en 1963 permet à la Datar, créée la même année, d'identifier 8 grands ensembles urbains, précisément désignés à partir de 1964 comme métropoles d'équilibre. Comme les villes nouvelles, ces métropoles aussi ont fait l'objet d'une politique volontariste. Mais c'est une autre histoire sur laquelle je reviendrai prochainement.